Généralement, quand on regarde une carte géographique historique, on s'attend toujours à une certaine permanence. Ouais, une sorte de stabilité, quoi. Exactement. C'est comme regarder un plan d'architecture. Les frontières sont tracées avec une ligne d'encre bien épaisse, les capitales sont marquées d'une étoile. Et on se dit simplement, ben voilà, c'est ce royaume-là, il commence ici, il s'arrête là. C'est ça. Mais ensuite, quand on se penche sur la véritable dynamique de la conquête, sur le terrain, et là, c'est une autre histoire. Totalement. Soudainement, cette belle carte bien nette devient, honnêtement, elle devient super floue. On regarde un paysage territorial qui est l'incarnation même d'un chaos mouvant. Parce que rien n'est jamais acquis. Une frontière, en fait, c'est jamais qu'une ligne imaginaire maintenue par l'effort constant de ceux qui la défendent. Ouais, Dès que cet effort faiblit, la frontière recule. C'est la définition même de l'instabilité politique. et c'est précisément ce que nous révèle notre analyse d'aujourd'hui. On se plonge dans le livret de règles officiel, la version 2026, et on a aussi sous les yeux une série de photographies de plateaux d'un jeu de société vraiment fascinant. Terre de baron. Terre de Baron, exactement. Et notre objectif, notre mission pour cette exploration, c'est de comprendre comment cette œuvre réussit ce tour de force. Comment elle marie la conquête militaire la plus classique avec une simulation implacable de la logistique. Et de la chaîne de commandement, ouais. Faut vraiment dissiper un malentendu tout de suite, d'ailleurs. Dis-moi. C'est pas un simple jeu de guerre. Pousser des figurines d'armée sur un plateau en espérant que la force brute suffise, ça mène inévitablement à la défaite. Ah oui, c'est clair. Dynamique sur l'approvisionnement et le contrôle des territoires. Bon, décortiquons un peu tout ça. Le terrain de jeu se présente sous la forme d'un grand plateau modulaire. Il y a 37 tuiles hexagonales. Tout à fait. Et la première chose qui saute aux yeux sur les photos qu'on a, c'est l'inégalité de ce monde. Ah oui, c'est flagrant. Ces territoires ne se valent absolument pas. Il y a une asymétrie radicale. Le plateau est divisé en différents types de terres avec des blasons d'animaux. Il y a le cheval, le loup, l'aigle, Et le lion. voilà, le lion. Et certaines de ces terres valent jusqu'à 4 fois plus de points que les terres de base. Rien que ça crée instantanément des zones de tension géopolitique massives. Le cheval vaut 1 point, le loup 2, l'aigle 3 et le lion 4. Et le façonnage du terrain lui-même est pensé pour frustrer les joueurs. On y trouve des chaînes de montagnes inaffranchissables, des goulots d'étranglement. Donc l'environnement dicte la stratégie avant même de recruter une seule troupe? Exactement. Les règles expliquent très vite que posséder un territoire, c'est pas du tout la même chose que le conserver. Ouais, et ça m'amène à ce point central, la nature éphémère du pouvoir. Dans la plupart des jeux de société traditionnels, le score, c'est un truc abstrait. On le calcule à la fin. Voilà. On fait ça tranquillement, après 2 heures de jeu, la tension est différée, mais ici, le système impose une piste de score qui évolue en temps réel. À la seconde près. C'est ça. Et la psychologie de la partie s'en trouve totalement bouleversée. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact psychologique de cette volatilité sur les participants. Le livret stipule, noir sur blanc, aucun point n'est définitif. C'est terrifiant. La piste de score n'est qu'un miroir de l'état du plateau à un instant T. Un leader incontesté a littéralement une cible peinte dans le dos. Son avance est hyper fragile. Et la façon dont les points sont structurés, c'est diabolique. On a les terres de base, ok. On peut y ajouter du prestige avec des cités marchandes pour 2 points ou des villes franches pour 4. Ouais. Mais le vrai moteur du système, c'est le bonus de diversité. Ah, la diversité. Ce mécanisme récompense l'expansion sur plusieurs couleurs de terre. Donc si je m'étends sur 2 couleurs différentes, je gagne un bonus. Sur 3 couleurs, le bonus augmente encore. Et si tu parviens à contrôler au moins un donjon sur les 4 couleurs héraldiques, l'injection de points est massive. C'est ce qui pousse tout le monde à l'hyper-expansion en fait. Moi j'aime bien comparer ça à la construction d'un immense château de sable alors que la marée haute approche super vite. C'est une belle image. Ou, je sais pas, un marché boursier de l'immobilier médiéval extrêmement volatile. Imaginons la scène. Un joueur domine, il a ses 4 couleurs, son bonus maximal est activé. Tout semble parfait. Tout semble parfait. Mais il suffit qu'un seul de ces donjons, disons le seul qu'il possédait sur une terre bleue, Soit détruit. voilà, détruit par une incursion ennemie. Qu'est-ce qui se passe, Ève? L'effondrement systémique est immédiat. C'est fou. Non seulement les points de cette terre bleue disparaissent, plus les points de la cité marchande éventuelle. Mais surtout, le bonus de diversité est recalculé à la volée. Donc le joueur passe de 4 couleurs à 3. Exactement. C'est une cascade de pertes. En une seule action adverse, une domination écrasante se transforme en une chute vertigineuse. La précarité institutionnalisée par les mathématiques.
C'est tout à fait ça. Mais du coup, ça pose un problème géopolitique majeur. Si le terrain bouge tout le temps, si la moindre incursion peut détruire une économie entière, comment on fait pour sécuriser quoi que ce soit? C'est là qu'intervient la logistique. L'instinct premier, ça serait de masser des centaines de soldats, de faire un mur de boucliers. Mais les règles sont beaucoup plus nuancées que ça. Le jeu impose une chaîne de commandement très stricte avant même de parler de bagarre. C'est le cœur de la simulation, en fait. Agir sur le plateau, que ce soit pour lever des troupes ou ordonner un mouvement, ça demande de définir une tuile de commandement. Une tuile de commandement. Et c'est pas abstrait, c'est un vrai point d'ancrage bureaucratique. Et ça s'improvise pas. Ça doit être occupé par une figure d'autorité. Un grand pion baron, ou un donjon avec un chevalier, ou un donjon seul. Et ces chevaliers, faut vraiment s'y attarder. Sur les photos, c'est juste des petits pions ou tout discrets à côté des barons. Ouais, mais le livret leur donne un pouvoir passif monumental. Ils exercent le contrôle absolu de la tuile par une simple règle de majorité. Attends, tu veux dire que le contrôle ne tient pas compte des troupes? Absolument pas. Les soldats de base ne comptent pas dans l'influence. C'est dingue. Seuls les chevaliers pèsent dans la balance. Si un camp a 2 chevaliers sur un hexagone et que l'autre n'en a qu'un, le premier contrôle la région. Même si le deuxième camp a 10 troupes lourdement armées sur la même tuile. Même avec 10 troupes, ouais. Le contrôle politique prime. J'ai l'impression que le jeu sépare vraiment ça pour forcer un jeu politique. C'est comme si ces petits chevaliers, c'était des routeurs Wi-Fi ou des antennes relais. Ah oui, excellente analogie. Si les routeurs sont coupés, ou si le réseau adverse brouille le signal avec plus d'antennes, ben le message passe plus. Les ordres sont bloqués. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi le jeu fait cette distinction? Il incarne l'administration, les percepteurs d'impôts. Sans eux, pour traduire la volonté du suzerain, l'armée est juste perçue comme une force d'occupation aveugle. Ce qui explique cette fameuse règle de mouvement, un ordre de déplacement que le livret appelle concentré ou dispersé, est incapable de traverser une tuile contrôlée par des chevaliers ennemis. Le réseau est rompu. Voilà, l'ordre de marche est intercepté par la bureaucratie locale et les troupes restent bloquées. L'information, c'est l'arme la plus létale du jeu. Un bon réseau de chevaliers peut neutraliser une armée entière sans tirer l'épée, juste en coupant les communications. L'infrastructure est vitale. Mais comment on finance tout ça? C'est là qu'intervient la gestion des cartes. Et là encore, la simulation est rude. Le budget de chaque tour est ridicule. Rachitique, oui. 3 crédits maximum par tour. 3 crédits. Pour jouer de 1 à 3 cartes, pas une de plus. L'étranglement budgétaire est délibéré. La main d'un joueur a des cartes de 3 couleurs. Les roses pour les manœuvres des seigneurs, les vertes pour les troupes et les grises pour la gestion. Mais avant le début des hostilités, il y a cette phase cruciale, le serment des barons. Ah, le serment. Sous ce nom très noble, c'est juste un mulligan simultané en fait. On pioche 6 cartes, et si c'est une catastrophe, on a le droit de tout jeter, de remélanger et de repiocher. Faut dire que l'économie en jeu est tellement brutale que cette soupape de sécurité est indispensable. Si tu commences mal, t'es mort. C'est mathématiquement irrattrapable, oui. Mais une fois le serment prêté, il n'y a plus de pitié. À chaque tour, on doit choisir l'option A, agir en dépensant ses crédits, ou l'option B, replanifier. L'option B, c'est l'épuration pure. On défausse ses cartes pour en repiocher sans rien jouer sur le plateau. Mais attendez, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Passer un tour entier juste pour jeter du papier à la poubelle, avec cette option B, pendant que les ennemis accumulent des trous vertes et étendent leur réseau Wi-Fi, c'est pas un suicide stratégique, hein? On pourrait le croire. C'est terrifiant d'opter pour l'immaturité quand on voit la marée ennemie monter. Grave. Mais si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est souvent la décision la plus létale. Le livret parle d'épuration. L'épuration. Agir pour agir, s'épuiser à jouer des petites cartes disparates, c'est le meilleur moyen de s'enliser. Vaut mieux sacrifier un tour pour se sculpter une main dévastatrice. C'est reculer pour mieux sauter, mais version art martial bureaucratique. C'est exactement ça. Il y a même des outils pour accélérer ça. Sur les photos, on voit une carte grise très rare. Complot à la cour, Oui, complot à la cour. Elle coûte 3 crédits. donc la totalité du budget du tour. Voilà. Et elle permet de piocher 6 cartes d'un coup. Mais ensuite, tu dois en défausser 5. Une restructuration totale et super violente. Celui qui dicte le rythme de son deck finira par dicter le rythme de la guerre. L'option B, c'est pas une faiblesse, c'est la respiration avant la tempête. Et quand la tempête éclate, parce qu'une fois la moins parfaite préparée, l'affrontement est inévitable. Et là, les maths entrent en jeu. Oui, les mathématiques brutales de la guerre. Le jeu tourne le dos aux conventions. Il n'y a pas un seul dé. Zéro hasard. C'est une pureté déterministe qui donne des sueurs froides.
Ça ne pardonne aucune erreur d'arithmétique. S'il n'y a pas de chance, la défaite est toujours de notre faute en fait. Le ratio est systématiquement de 1 pour 1. Une troupe entre sur un hexagone avec une troupe adverse. Boum. Boum. L'attaquant retourne dans sa réserve logistique, pour plus tard, mais le défenseur est éliminé et va direct au cimetière. C'est l'usure dans sa forme la plus cruelle. Et ça s'applique aux bâtiments aussi. Pour raser un donjon ennemi, il faut exactement 3 troupes. C'est presque du travail à la chaîne, très industriel, et ça demande de gérer l'avant-garde et l'arrière-garde. Ah oui, c'est quoi exactement ce concept Par exemple, tu envoies 5 bataillons sur un donjon. Les 3 premiers, c'est l'avant-garde. Ils s'évaporent pour démanteler le bâtiment. Ok. Et les 2 unités qui restent, l'arrière-garde, occupent le terrain vide. Le flux ne s'interrompt jamais. Mais le summum, l'action qui fait frémir, c'est la capture de donjon. Ah, la capture. Pour réussir ça, il faut envoyer très exactement 9 troupes attaquantes en une seule action. 9. C'est un gouffre financier. Un carnage. Le donjon ennemi est balayé, 3 de nos unités meurent de façon permanente au cimetière, 6 autres retournent dans la réserve. Et c'est seulement après qu'on peut construire son propre donjon sur les ruines. Alors, moi je me pose la question, pourquoi dépenser 9 unités, une ressource massive, juste pour intervertir un bâtiment? Il faut repenser à ce qu'on disait sur le score en début d'analyse. Le bonus de diversité. C'est ça. Isolement, ça a l'air d'être de la folie. La rentabilité tactique immédiate est catastrophique, mais imagine que tu vises l'unique donjon sur terre rouge du leader. La fameuse cible dans le dos, ouais. On vise pas le donjon, on vise l'héraldique. Le but est systémique. Cette frappe arrache les 4 points de la tuile rouge au leader et surtout, elle sectionne son bonus de diversité. Il passe de 4 à 3 couleurs. Il perd tous ses points bonus d'un coup. Et toi, en construisant ton donjon, dans la foulée, tu récupères la base et tu valides peut-être ton propre bonus. Le différentiel de points est gigantesque. Ça justifie complètement le sacrifice des 9 bataillons. C'est froid, c'est brutal. L'arithmétique du pouvoir prime sur le coût humain. Oui, toutes ces manœuvres d'épuration, ces escarmouches d'attrition, ça pompe une énergie folle. Les réserves se vident. Et le livret révèle une course contre la montre multidimensionnelle. Oui, la fin de partie est une menace constante, les horloges de l'apocalypse. J'adore ce terme. Les concepteurs n'ont pas mis de nombre de tours fixes, la partie s'arrête nette de 3 manières. La première, c'est la suprématie. La victoire par domination écrasante, atteindre par exemple 18 points. Exactement. Là, le monde ploie le genou sans condition. Mais les 2 autres fins racontent une histoire bien plus sombre. Il y a l'épuisement. L'épuisement. Dès qu'un joueur n'a plus que 5 troupes ou moins, au total, plateau et réserve confondus. Parce que tout le monde est au cimetière. La nation n'a physiquement plus de bras pour combattre. Et la troisième, la plus terrifiante, la désolation. La partie s'arrête si 5 cartes événements atterrissent dans la zone des calamités. Ces cartes événements marrons, c'est une véritable épée de Damoclès intégrée dans le paquet partagé. Quand on en pioche une, l'effet ravageur se déclenche tout de suite. Et ça frappe tout le monde autour de la table. Les sources citent le courroux de la Terre, par exemple. On révèle 3 cartes position et on rase tous les donjons dessus, peu importe à qui ils sont. La nature reprend ses droits. Et la malédiction noire. Elle cible des hexagones au hasard et envoie toutes les troupes présentes au cimetière. C'est vraiment l'équivalent d'une bougie qui brûle par les 2 bouts. Absolument. On veut s'étendre, mais l'attrition nous rapproche de l'épuisement. Et plus on pioche de cartes pour trouver des solutions, plus on accélère les calamités de la désolation. Cela soulève une question importante sur le message du jeu. Ces calamités, en fait, elles agissent comme un grand régulateur. Le jeu refuse la stagnation. Tu peux pas juste te gâcher dans un coin en attendant que les autres s'entretuent. Non, car l'univers va s'effondrer avant. C'est binaire. Soit l'expansion agressive amène la suprématie, soit l'attrition signe la fin par manque de renfort. Soit les fléaux environnementaux mettent fin à tout. Et là, tout le monde perd. C'est le temps de la survie. C'est ça. Le poids psychologique sur les joueurs doit être écrasant. Clairement. Alors, pour faire une petite synthèse, Terre de Baron, c'est vraiment une leçon d'humilité stratégique. La victoire n'est pas pour celui qui a la plus grosse armée. Elle est pour celui qui maîtrise les chaînes logistiques, qui accepte la nature éphémère de son territoire. Et qui sait calculer la rentabilité de sacrifier ses hommes pour briser l'économie adverse. L'élégance du modèle, c'est vraiment cet entrelacement entre la micro-gestion d'une main de cartes et les bouleversements d'un front mouvement. Et le rôle des chevaliers comme relais d'influence, c'est brillant. Ce qui m'amène à une ultime réflexion en refermant ce livret. En regardant cette modélisation où les guerres s'arrêtent souvent à cause de l'assèchement humain ou des catastrophes, et si l'histoire de notre propre monde s'expliquait de la même façon? C'est une perspective vertigineuse.
De la chute de l'Empire romain aux déroutes militaires modernes, est-ce que c'est pas moins une question de bataille glorieuse pour la suprématie que simplement les deux autres horloges invisibles? L'épuisement irrémédiable des ressources ou la désolation environnementale. C'est vrai que les manuels d'histoire se concentrent sur le génie tactique, mais les empires s'effondrent souvent de l'intérieur. Ah, exactement. Finalement, quand on contemple ces tuiles hexagonales, faut pas y chercher une carte rassurante. C'est un organisme vivant qui respire, dévore et s'effondre dans un cycle perpétuel. Et l'ordre n'est qu'une illusion temporaire entre deux calamités.